Les années 2000 à la WWE, c'est assurément ma période préférée. Qu'on prenne les quelques premières années avec la rivalité entre The Rock et Stone Cold et la montée en puissance de catcheurs qui vont faire les grandes heures de la nouvelle ère, les années suivantes dans lesquelles justement ces mêmes catcheurs vont exploser pour devenir les stars de la Ruthless Aggression, une époque qui est incroyable pour le catch à mes yeux et qui est un peu sous-cotée d'ailleurs, ou bien sûr la dernière moitié entre 2006 et 2010 qui marque évidemment la génération NT1 pendant laquelle on est très nombreux à avoir découvert le catch. Mais justement, ce que je trouve cool avec cette période, c'est qu'en soi les catcheurs qu'on a connus pendant notre enfance, justement ils ont progressé à cette époque, et c'est au début des années 2000 qu'ils sont passés du statut de catcheur méconnu du public à immense star. Évidemment, parmi ces noms, il y en a beaucoup, dont certains qu'on verra exploser dans les années suivantes, mais il y en a un en particulier que beaucoup de fans adoraient à l'époque et qui a pu montrer des folies dans le ring pour rapidement gravir les échelons et atteindre les sommets. Je parle évidemment de Jeff Hardy. Aux côtés de son frère Matt, ils ont débuté dans les années 90 pour devenir rapidement l'une des équipes majeures de la WWF, puis de la WWE, et tout ça, ça s'est fait notamment grâce à des matchs incroyables à WrestleMania, et en particulier à celui qui a lieu sur le show dont on va parler aujourd'hui, WrestleMania 2000. Bon, c'est avec tout ce que je vous ai dit, plus le fait que le show ne s'appelle même pas WrestleMania 16, mais bien WrestleMania 2000, vous avez pas encore compris qu'on entrait dans une nouvelle époque, je peux vraiment rien faire pour vous. Ah quoi que si, attendez, je peux faire une dernière chose, la personne qui ouvre le show et qui chante America the Beautiful, c'est Liliane Garcia. Voilà, ça y est, vous êtes convaincus ? Bon, en vrai, ça fait quand même déjà quelques temps qu'elle est là à l'époque, mais c'est quand même son tout premier WrestleMania, donc je trouve que ça reste quand même très important, parce que c'est une personne qu'on verra quasiment chaque semaine pendant les 10 prochaines années. Mais allez, avec tout ça, on peut vraiment démarrer le show, dont le principe est en fait assez simple. Globalement, il y a la guerre dans la famille McMahon. Littéralement, personne ne s'entend, tout le monde est en rivalité avec tout le monde, même si on va voir que ça va s'arranger très rapidement, et le sous-titre du show, c'est d'ailleurs un McMahon dans chaque coin, en rapport au main event, dont on reparlera plus tard. Mais allez, avec tout ça, on peut démarrer avec le premier match de la soirée, et vous allez voir que si sur le papier, WrestleMania 2000 donne envie avec la nouvelle ère, etc., dans les faits, c'est pas si incroyable qu'on pourrait le croire. Ce soir, le show s'ouvre avec un match par équipe opposant D'Lo Brown et le Godfather à l'équipe du Big Boss Man et de Bull Buchanan, un match qui, dit comme ça, donne clairement pas envie, et qui, vous allez le voir, va être à la hauteur des attentes. Parce que oui, au début, D'Lo Brown et Buchanan ont un échange plutôt sympa, et d'ailleurs ce dernier fait ses débuts à WrestleMania ce soir, mais dans sa globalité, ce match d'ouverture est pas terrible. Sachant qu'en plus, il n'y a pas non plus une immense histoire au milieu de tout ça, on sent que c'est surtout là pour essayer de chauffer le public avec le petit show du Godfather avec Ice-T avant le combat, et je trouve que cet opener est en fait beaucoup trop long. Bon, malgré tout, on peut quand même souligner la volonté de la WWF de mettre Buchanan en avant en le mettant aux côtés du Big Boss Man et en lui donnant la victoire, puisque c'est lui qui conclut le combat avec une belle descente de la cuisse, mais malheureusement, ça le mènera à rien. Oui, désolé, je vous spoil totalement, je sais pas si certains ont été tellement impressionnés par lui dans ce match qu'ils espéraient le voir au sommet, mais ce sera jamais le cas, et il fera qu'une centaine de matchs télévisés entre WrestleMania 2000 et son départ en 2003, avec quand même une petite mention spéciale pour un dark match en 2006 qui est très random, et sa présence dans le Right to Censor. Du coup, on va directement pouvoir passer à la suite, et justement la suite, c'est un match très particulier dans lequel il va falloir que j'explique un peu les règles. Alors en soi, je pourrais totalement vous passer le segment dans le show dans lequel l'arbitre Tim White explique les règles, mais comme il y a une tentative de comédie pas drôle et qu'en plus c'est pas du tout clair, je pense qu'il vaut mieux que je le fasse moi-même. En gros, c'est un match à 13 catcheurs avec une limite de 15 minutes pour le titre hardcore. Voilà, en fait c'est plutôt simple, c'est littéralement le principe du Championship Scramble. À chaque tombée, le titre change de main, et celui qui est champion à la fin du temps imparti repart avec la ceinture. Bon, oui, c'est sûr qu'en vrai c'est juste un moyen de mélanger tous les catcheurs dont on savait pas trop quoi faire dans un seul match, et c'est un grand bordel général, mais en soi, comme c'est pour le titre hardcore, je trouve pas ça si dérangeant. En plus, ce match il m'a permis de voir des têtes que j'aime bien, comme Taz par exemple, qui prend le titre dans les premières secondes du match, et même si oui, il y a une dizaine de changements de titre en l'espace de 15 minutes, ça reste quand même dans la logique de la ceinture hardcore, et c'est pas non plus horrible. Alors, c'est sûr qu'il faut pas vouloir voir les détails du match, parce que ça devient très vite ridicule, mais c'est une bonne bagarre générale avec des objets dans tous les sens, du sang, des petits spots sympas et un petit moment marrant avec Funaki qui s'enfuit alors qu'il est devenu champion, pour mener à une bagarre dans les vestiaires. À la fin, ça vous étonnera pas, c'est Hardcore Holly qui récupère la ceinture, parce que comme d'habitude, il est plein d'énergie, et même si la fin est un petit peu bizarre parce que Crash est persuadé de s'être dégagé et d'avoir conservé, c'est pas non plus un match catastrophique, même si je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui font pas de sens, notamment quand le mec qui est l'actuel champion tente le tomber, alors que j'ai envie de te dire, lâche ça, c'est bon, t'es champion, ça sert à rien de refaire le tomber sur quelqu'un. Alors après, pour pas non plus dire trop de trucs positifs sur un match qui objectivement est pas ouf, je pense que la fin elle est ratée, je pense que Hardcore Holly s'y est pris juste trop tôt sur le tombé, et de base le compte de 3 devait avoir lieu après la fin du timer pour mener à une fin controversée qui aurait permis à Crash de conserver, mais visiblement ils ont eu un petit problème de timing. Mais bref, allez, on va pas s'attarder 10 ans sur ce match, ni sur le match suivant d'ailleurs, parce qu'il est pas bien. Oui, on a un match par équipe entre Ed Cheese, super nom, et l'équipe de Test and Albert, qui honnêtement ne sert pas à grand chose. En fait, à l'époque, Al Snow est en train d'essayer de trouver la meilleure gimmick possible pour Steve Blackman, c'est vous dire si on avait tellement rien pour lui que son personnage, c'est le fait qu'il trouve pas de personnage, et donc on a le droit à un mec déguisé en fromage suivi d'un match qui se veut comique, mais qui franchement fonctionne pas du tout.
Oui, parce que le problème d'enchaîner des matchs comme ça qui ont pas beaucoup d'histoire ni beaucoup d'intérêt, c'est que petit à petit la foule commence à s'ennuyer. Et ok, là ils savent très bien que plus tard dans la soirée il y a du lourd, mais là en attendant ils ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc vous l'aurez compris, avec ce match un peu comique, ma patience a vraiment atteint ses limites, et donc TNA le remporte de manière là aussi décevante pour mener à la seule scène un petit peu satisfaisante de ce segment, puisque le mec déguisé en fromage se fait exploser par la team Head Cheese. Oui, puis d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai appelé Test et Albert TNA, c'est parce que déjà c'est leur nom, et c'est pas du tout une référence à la TNA parce qu'elle n'existe pas encore à l'époque, mais c'est une vanne de la WWF parce que TNA ça veut dire Tits and Ass. Voilà, c'est vous dire le niveau d'humour de l'époque, on est vraiment sur bite couille et ça fait rire tout le monde. Mais bref, passons à la suite parce que c'est enfin l'heure de passer aux choses sérieuses avec le Triple Threat Ladder Match pour les titres par équipe entre Edge et Christian, les Dudley Boys et les Hardy Boys. Alors, je le dis pas souvent, surtout dans ces anciens WrestleMania, mais vous imaginez qu'avec les années qui passent, la qualité continue à augmenter, et donc je vous le dis pour de bon, allez voir ce match. Il fait partie des matchs à voir dans l'histoire de WrestleMania, et même si celui de l'année suivante en TLC est plus populaire, celui-là est vraiment cool et les gens ont tendance à l'oublier. C'est le premier WrestleMania pour tous les participants, puisqu'ils ont tous fait leur début officiel en 1999, et ces trois équipes vous les connaissez forcément parce que c'est elles qui vont véritablement révolutionner les matchs par équipe à la WWE. Bien sûr, en match de l'échelle avec de tels noms, le match part très vite, puisqu'il n'y a aucune règle et il y a de l'action constante avec souvent 2 hommes dans le ring et le reste à l'extérieur, et on sent clairement qu'avec ce combat, le public se relance dans la soirée. Très rapidement, les échelles entrent dans le match et les Hardy Boys ont l'occasion de faire parler leur talent avec des offenses innovantes et douloureuses pour leurs adversaires, et aussi pour eux d'ailleurs, c'est un petit peu leur problème, mais bon, ça reste très cool à regarder. L'action est constante, ça part dans tous les sens avec des prises lunaires avec les échelles, de beaux hommages à la ECW et bien sûr des sauts tous plus fous les uns que les autres, pour le plus grand plaisir des fans sur place. En fait, personne n'arrive à avoir le dessus pendant plus de 10 secondes, à chaque fois un nouveau catcheur fait son entrée pour placer une grosse prise sur un de ses adversaires, et c'est juste impossible de s'ennuyer dans ce combat. Encore une fois, je le répète, il faut aller voir ce match parce que je peux malheureusement pas vous montrer tous les segments pour des raisons de droit, et croyez-moi que pourtant il y en a énormément que je voudrais vous mettre en vidéo. Mais bon, finalement après de longues minutes d'action dans tous les sens, les 6 hommes se retrouvent sur 3 échelles au centre du ring, et Jeff Hardy et Christian se retrouvent projetés à l'extérieur de manière très violente, alors que Edge et Matt Hardy subissent eux une grosse chute sur les cordes pour donner l'avantage aux Dudley Boys. Bon, vous les connaissez, hein, même si le match à la base c'est un match de l'échelle, les Dudley Boys ils peuvent pas s'empêcher de sortir des tables, c'est leur objet favori et c'est d'ailleurs ça qui va mener à la création du TLC. Mais dans le contexte du match, ça mène surtout à une destruction des Hardy Boys par les Dudley. Avec tout ça, les deux partenaires n'en ont pas fini et ils installent une immense échelle sur la rampe en bas de laquelle ils placent une table, ce qui va très vite se retourner contre eux. Et oui, c'est sûr que vous avez déjà vu cette image des dizaines de fois, Jeff Hardy revient et place Bubba sur la table avant de grimper sur l'immense échelle et de placer une Swanton Bomb absolument folle sous l'ovation des fans présents sur place. Honnêtement, cette image, elle est magnifique et elle montre bien comment ces trois équipes sont devenues les plus importantes de l'époque et comment Jeff Hardy s'est créé cette réputation de casse-cou. Après ça, bien sûr, le match va pas durer très longtemps parce que tout le monde est juste à bout de force, et sur cette étrange structure faite d'échelles et de tables, Christian et Edge se retrouvent pour faire chuter Matt Hardy et décrochent juste après les ceintures par équipe pour remporter les titres pour la première fois de leur carrière. Donc voilà, je le répète une dernière fois pour être sûr que tout le monde ait compris, allez voir ce match, il est absolument fou et clairement il en vaut la peine. Et d'ailleurs, je vais être totalement honnête, pour moi c'est le meilleur match de la carte. Parce que après ça, on a un horrible catfight entre Terry et The Cat avec Val Venis comme arbitre spécial, bon, déjà ça vous annonce la couleur, et franchement j'ai rien à dire dessus, ça dure 2 minutes, c'est pas intéressant, ça sert juste à faire redescendre la tension après le gros match par équipe, donc je vais même pas en parler plus longtemps. Du coup, on va pouvoir passer directement à la suite avec un match assez spécial puisque c'est un 3 contre 3 qui oppose les Radicals à l'équipe de Too Cool et Chyna. À ce moment-là, on est quelques mois à peine après l'arrivée de Perry Saturn, Eddie Guerrero et Dean Malenko à la WWF, et eux qui ont quitté la WCW début 2000 en ayant la sensation de ne pas être respectés, débarquent pour la première fois à WrestleMania avec la volonté de se mettre en avant. L'histoire de ce match, c'est principalement celle de la relation entre Eddie Guerrero et Chyna, dans laquelle Eddie essayait tant bien que mal de séduire la catcheuse, et c'est ça qui l'a poussé à s'allier à Too Cool pour faire face aux Radicals. Du coup, forcément, tout ça, c'est l'histoire qu'on va suivre pendant tout le match, avec Eddie qui cherche l'attention de Chyna, mais qui évidemment ne veut pas se confronter à elle. Franchement, je trouve que c'est pas un mauvais match, alors que j'ai vu pas mal de retours négatifs dessus. Les Radicals, ils sont toujours exceptionnels, et Too Cool sont aussi sympas, et ils offrent des moments intéressants, avec bien sûr Chyna qui reste le point central du combat. Eddie, lui, il est fidèle à lui-même, et c'est clairement le meilleur dans tout ça, je trouve, hein. Il se permet d'attaquer Chyna, et il subit des prises quand même assez violentes, en plus de montrer un catch excellent, mais finalement, celle qu'il appelle Mamacita finit par dérouler sur les Radicals dans un moment très cool, pour finir par river les épaules de Eddie Guerrero et remporter le combat. Donc voilà, si jamais vous regardez le show en entier, c'est pas un match que je vous conseille de sauter, contrairement au précédent avec The Cat et compagnie là, parce que franchement moi j'ai bien aimé, et avec tout ça on peut passer à la suite sur une note plutôt positive. La suite en l'occurrence c'est aussi plutôt cool, puisque c'est un match pour le titre intercontinental et pour le titre européen, qui oppose Chris Jericho à Chris Benoit et à Kurt Angle, dans un triple menace qui donne vraiment envie. Bon, c'est là qu'on voit clairement que la WWF a voulu garder le plus lourd pour la fin, et en soi c'est un petit peu dommage parce que ce match il aurait pu ouvrir le show et ça aurait certainement été une meilleure idée que le match par équipe. Après, je comprends quand même un petit peu pourquoi ils l'ont pas mis en opener. En fait, il y a 2 matchs en un, puisque le premier catcheur à faire un tombé remporte le titre intercontinental,
intercontinentale pour mener directement à un deuxième combat pour le titre européen, et peut-être que ça aurait été un peu bizarre de commencer directement par ça. Bon, vous vous en doutez qu'avec les noms impliqués, évidemment c'est bien, il y a de belles combinaisons, de beaux spots et de beaux contres, et les trois hommes ont la possibilité de montrer de quoi ils sont capables dans des moments très sympas, mais à mes yeux, ça aurait pu être encore mieux. Je sais que comme ça je peux avoir l'air d'un rabat-joie, mais je trouve que pour un tel match, les trois hommes n'ont pas eu énormément de temps sur la carte. Et c'est un peu dommage parce que ces trois mecs auraient clairement pu plier un immense classique pour rentrer dans l'histoire s'ils avaient eu un peu plus de temps. Après, l'histoire racontée est quand même sympa parce que Angle passe très proche de conserver son titre intercontinental en soumettant Jericho, mais Benoit revient et le sort du ring pour coucher Y2J avec son diving headbutt et arracher une première ceinture des mains de Kurt Angle. Évidemment, Benoit n'a pas du tout le temps de célébrer et le match pour le titre européen démarre tout de suite après pour finalement se terminer très peu de temps plus tard malgré un enchaînement très cool. En fait, l'arbitre finit KO et Benoit fait abandonner Jericho dans le vide puisque personne ne peut le déclarer vainqueur, et même si Angle passe proche de la victoire en utilisant la ceinture comme arme, c'est finalement Y2J qui profite d'un diving headbutt esquivé pour couvrir Benoit et remporter le titre européen. En une soirée, Angle a donc perdu ses deux ceintures, ce qui est trop cool pour l'histoire racontée et ce qui va en plus le mener quelques temps plus tard vers les sommets de l'entreprise. Voilà, donc vous l'aurez compris, le match est quand même sympa, même si j'ai dit qu'il aurait pu être mieux, c'est vraiment juste un détail. Et honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'histoire avec Val Venis, bon, qui dure certes que 2 minutes, mais qui gâche un peu tout, bah toute la deuxième partie de la carte, franchement, elle est pas horrible et elle est même plutôt cool. Et donc avec tout ça, on va arriver à quelques minutes à peine du main event qui nous a été teasé toute la soirée. Et d'ailleurs, nous, on va y arriver tout de suite parce que le match par équipe entre Kane et Rikishi contre la DX ne vaut clairement pas le détour. C'est encore un match un petit peu comique qui fait suite à la séparation de Kane et X-Pac et qui est remporté par l'équipe du Big Red Monster pour là encore mener à un segment lunaire avec la destruction de Pete Rose pour la 3e année consécutive. Parce que oui, on parle toujours de l'Undertaker comme le plus grand rival de Kane, mais en vrai, son plus grand rival, pour moi, c'est Pete Rose, hein. Ça fait 3 fois qu'il l'affronte à WrestleMania. Et d'ailleurs, en voyant tout ça et en voyant un petit peu la direction que prend Kane à l'époque, ça me fait un peu de peine parce que je me dis que c'était censé être un mec crédible et un potentiel champion du monde. Et là, quand je le vois dans cette histoire à casser la gueule à Pete Rose pour la 3e année consécutive et être presque à 2 doigts de danser avec Rikishi, bah ça me fait un peu de peine. Mais allez, passons à autre chose puisque c'est enfin l'heure du main event, le Fatal 4-Way pour le titre de champion du monde poids lourd, et là on a pas mal de choses à dire. La dernière fois qu'on a vu Triple H dans cette série de WrestleMania, c'était à WrestleMania 15, dans un match pas incroyable, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'à cette époque-là, il était loin d'être celui qu'on a tous connu. Certes, il était dans la DX et il semblait se diriger vers de belles choses, mais il était encore très loin du titre mondial. Et pourtant, 5 mois après le plus grand show de l'année en 1999, The Game vient à bout de Mankind grâce à Shane McMahon et à la corporation, pour perdre la ceinture un mois plus tard contre Vince McMahon avant de la récupérer dans un match à 6 lors de Unforgiven. Entre temps, il échange le titre avec le Big Show et à cette histoire vient se mêler Mick Foley, le principal opposant à Triple H et à Stephanie McMahon, pour petit à petit lancer les prémices de ce match à 4. L'histoire va ensuite se construire dans tous les sens avec d'un côté The Rock qui gagne le Royal Rumble de manière controversée et qui perd sa chance à WrestleMania en perdant contre le Big Show à No Way Out, et d'un autre Triple H qui conserve son titre et pousse Mick Foley à la retraite avant de former une alliance avec son challenger de WrestleMania, le Big Show. Du coup, on a d'un côté Triple H, Stephanie, Shane McMahon et le Big Show qui ont un contrôle total sur la WWF et qui imposent leur puissance, The Rock et Mick Foley qui tentent tant bien que mal de revenir sur le devant de la scène avec la foule derrière eux, et finalement Vince McMahon qui fait son retour pour permettre à The Rock de remporter un match lui permettant d'être ajouté au main event de WrestleMania. En finale, puisque cette histoire était visiblement pas assez bordélique, Triple H se retrouve à défendre son titre avant WrestleMania et il le conserve, mais puisque Linda McMahon, la femme de Vince, fait son arrivée à ce moment-là, The Game se retrouve finalement à défendre sa ceinture dans le main event du plus grand show de l'année contre 3 adversaires, avec le Big Show accompagné par Shane McMahon, le Rock accompagné par Vince, Foley par Linda, et évidemment le champion Triple H accompagné par sa femme, Stephanie McMahon. Voilà, bon maintenant que tout est clair, ou en tout cas à peu près, parce que l'histoire part vraiment dans tous les sens, il reste quand même une précision importante, ce match c'est pas un Fatal 4-Way classique, c'est un match à élimination et vous allez voir qu'il va durer très longtemps. Et pourtant, on aurait pu croire le contraire, parce qu'après avoir dominé les quelques premiers instants du match, le Big Show se fait éliminer par The Rock après seulement 4 minutes suite à un rock bottom, et Foley, Rock et Triple H se retrouvent alors dans un triple menace. Et là on peut dire que le combat commence vraiment. Triple H dans son personnage de cérébral assassin essaye de s'allier avec Cactus Jack, puis avec The Rock, mais évidemment il se fait détruire par les deux favoris des fans, et il subit jusqu'à ce que Foley tente d'utiliser une batte de barbelé qui finira par se retourner contre lui. Franchement le match est plutôt cool parce que le public est ultra investi pour Foley et Rock, et Triple H fait un excellent heal, et j'aime bien le fait que dans cette première partie, les managers ne prennent pas trop de place. On a donc de longues minutes d'échange dans le ring entre les trois hommes, puis une association surprenante de Triple H et Cactus Jack, qui vont longuement dominer The Rock à l'extérieur en le faisant notamment passer à travers la table, jusqu'à ce que le champion trahisse son associé pour l'enchaîner de coups de chaise et le clouer au sol avec un pedigree, pour l'éliminer et se retrouver donc seul face à The Rock. Officiellement, ce match était donc censé être le dernier de Mick Foley, puisqu'il ne conservait son emploi qu'en cas de victoire, et donc, foutu pour foutu, il revient dans le ring coucher le champion au sol avec sa batte de barbelé, ce qui malheureusement ne permet pas à The Rock de remporter le titre. À partir de là, le match part encore plus dans tous les sens, puisque The Game et son challenger
challengers partent se battre sur l'arène et dans le public pour continuer sur le côté déjà violent du match, avec encore des objets en tout genre et la deuxième table des commentateurs brisée à son tour. Finalement, c'est après presque 40 minutes de match que Vince McMahon veut se mêler de l'affrontement, mais il se fait attaquer par son fils et les deux partent à la lutte à l'extérieur, ce qui détourne totalement l'attention du match, mais qui permet quand même à Triple H de revenir avec un coup de batte de barbelé. Bon, là on entre dans les derniers instants du match, donc le combat va vraiment partir dans le n'importe quoi un petit peu, avec Shane qui veut frapper The Rock avec une chaise mais qui se reçoit un Triple H en pleine face, et finalement Vince McMahon qui fait son retour pour faire fuir son fils et s'armer d'une chaise pour donner la victoire à The Rock. Eh ben non, finalement non. Et oui, vous connaissez les histoires des McMahon, c'est toujours des trahisons dans tous les sens et des actions inattendues qui parfois sont pas très logiques, donc au lieu de venir en aide à The Rock, Vince tourne le dos à son protégé et le frappe pour tenter d'offrir la victoire à Triple H. Alors, j'avoue que là j'étais convaincu que c'était terminé et ça paraissait être une fin assez convaincante, mais finalement The Rock réussit à se dégager et Vince est donc contraint d'y revenir une seconde fois pour enfin offrir la victoire à son beau-fils, qui conserve alors son titre de champion de la WWF. C'est donc sur cette image que prend fin WrestleMania 2000, un show qui finit sur une situation extrêmement bizarre avec un turn de Vince McMahon qui sera jamais vraiment expliqué, et un petit People's Elbow gratuit sur Stephanie McMahon, parce que pourquoi pas. Mine de rien, ce show est quand même très populaire, en grande majorité grâce aux triples menaces de l'échelle qui est une pure régalade, et même si oui, il y a beaucoup de côtés négatifs et que ce main event centré sur la famille McMahon n'est pas la meilleure des idées à mes yeux, WrestleMania 2000 ça reste un show qui continue de mener l'entreprise dans une direction un peu plus intéressante que certains WrestleMania passés, et à titre personnel, j'ai très hâte de voir la suite. La suite d'ailleurs, certains d'entre vous le savent, ce sera pas WrestleMania 17 parce que je l'ai déjà retracé sur la chaîne il y a quelques années, donc je l'ajouterai à la playlist comme si de rien n'était. Et donc si jamais vous avez pas encore vu cette vidéo qui est sortie il y a déjà plus d'un an si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à aller la voir avant le mois prochain puisque nous on attaquera directement avec WrestleMania 18. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires et pensez à me rejoindre sur tous les réseaux parce qu'il y a beaucoup d'infos qui vont arriver dans les prochaines semaines, notamment par rapport peut-être à des t-shirts ou des bonnets qui vont peut-être faire leur apparition, enfin bon je dis ça comme ça, vous verrez bien. Moi sur ce je vous attends là-bas, j'ai hâte de vous voir nombreux, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.